Tu sais ce qui m'étonne? C'est que l'Union européenne soit en réalité opposée au peuple d'Europe. Absolutely. They are against European Absolument. Ils sont contre les citoyens européens et surtout contre les citoyens des États-nations. Bruxelles est opposée à l'Italien moyen qui va faire ses courses et achète chaque jour ses produits absolument remarquables. Voilà. Ils sont contre les gens qui vivent dans de petits villages, l'agriculture autosuffisante, ce genre de choses. C'est une construction artificielle, absolument ratée, qui est en train d'imploser au ralenti. Mais il faudra encore longtemps avant qu'elle ne s'effondre complètement. Il y a beaucoup de discussions sur des sorties de type Brexit de l'Union européenne, ce qui pourrait, je dirais, se produire en masse dans les 4 ou 5 prochaines années, certainement. Mais le problème le plus important, du point de vue de la vie quotidienne, c'est que cette implosion s'accompagne de plus d'impôts partout, d'une disparition croissante des services publics et d'une concentration accrue des richesses. Par exemple, le 1% en Europe, il laisse en réalité une richesse inimaginable à tout le sud global. Quand on conduit, c'est incroyable. Nous avons traversé le Chianti et la Val d'Orcia en route vers Montalcino, qui est bien sûr le saint Graal du vin. J'y vais chaque fois que je viens en Italie. Et mes amis me disaient, tu vois toutes ces villas spectaculaires à 5 ou 6 millions d'euros, elles n'appartiennent plus à des Italiens. Elles appartiennent à des Anglo-Américains, surtout des Britanniques et des Américains, des gens qui travaillent dans les marchés financiers, les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs. Et c'était fascinant. Nous déjeunions magnifiquement à Montalcino, en buvant le meilleur Brunello, et j'écoutais la conversation à la table voisine. Devine ce qui se passait? Un Américain achetant une villa à une Italienne. Je crois qu'ils ont conclu l'affaire à la fin du repas. Elle était désespérée de vendre parce qu'elle était fauchée. La seule chose qui restait pour elle et sa famille, c'était la villa. Et puis, tu vois, cet Américain, il avait l'air négligé. Il ne ressemblait même pas à un banquier d'investissement new-yorkais. Il avait l'air négligé, mais il avait l'argent liquide. Alors, il pouvait acheter une villa dont il ne comprendrait jamais la signification. Probablement une villa du XIIIe ou du XIVe siècle, avec son propre vignoble et tout le reste. Mais il avait l'argent pour l'acheter. Horrible, horrible, horrible. Eh bien, c'est parallèle. Tout est interconnecté. Parce que l'Union européenne est aussi une énorme machine à blanchir. C'est tellement tragique, Pepe. C'est trek. C'est tragique. Oui, parce que quand on parle du G5 et que l'Europe n'en fait pas partie, et qu'avec le cas de l'Ukraine, ils s'entêtent dans cet échec en Ukraine. Et vous savez, je ne sais pas s'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, le panier américain. Depuis le début, oui, ils n'ont vu aucune alternative pour leur avenir. C'est ça le problème. Je ne sais pas combien de temps encore ils pourront continuer avec ce genre de concept. Jusqu'à ce qu'ils implosent, Nima. Ils continueront jusqu'à imploser complètement. Et ce sera une implosion parallèle de l'Uber-Weber et de l'OTAN. Ils ont créé ce type d'état d'esprit sur le marché, qu'il faut des concurrents pour qu'un marché soit viable. Mais lorsqu'il s'agit de politique, de gouvernance, ils vont dans la direction opposée. Tout est idéologique. Ils poursuivent cette idée qu'il n'existe pas d'alternative. Je ne sais pas. À mon avis, le meilleur partenaire pour les Européens serait la Russie. Personne, comme la Russie, ne peut être un véritable ami de l'Europe, mais ils ne le voient pas ainsi. Ils considèrent que ce rôle revient aux États-Unis. Les États-Unis n'appartiennent même pas à cette région. Ils se tournent vers la Chine. Dans ce nouveau document, on voit que les États-Unis se concentrent sur la Chine et sur son ascension. Il n'y a pas de place pour les Européens dans la stratégie américaine, et il n'y a aucune volonté en Europe de le comprendre.
No, because they are following Non, parce qu'ils suivent un scénario conçu par ce que nous appelons, c'est un terme très imparfait, les élites mondialistes. Sans aucun doute. Ces mondialistes atlantistes, dans le sens d'un monde unique, d'un gouvernement unique, d'une machine unique de répression, ne se soucient pas des identités individuelles à travers l'Europe. Ils ne s'intéressent qu'à la machine qui va mettre en œuvre ce gouvernement mondial à travers l'Occident. En fait, à travers tout l'Occident. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de plan B. Et si l'on va plus loin, sur un plan philosophique, métaphysique, ontologique, stratégique, la Russie est le seul véritable obstacle à la propagation de cette escroquerie mondialiste. La Russie est une société cohésive. Russia is a cohesive society, conservative in values, praises the Conservateur dans ses valeurs. Fait l'éloge de la famille traditionnelle. Pas du tout woke et ne le sera jamais. C'est chrétien orthodoxe, ce qui est déjà une anathème comparé à l'Église catholique romaine. Croit en la religion et profondément religieux. Tout cela va à l'encontre de l'agenda mondialiste. Ils doivent donc détruire la Russie pour mettre en œuvre cet agenda. Et maintenant qu'ils voient que c'est impossible, pas étonnant qu'ils soient en panique totale. C'est au-delà de la panique maintenant. C'est comme quand le Titanic était déjà au fond. Il n'y a nulle part où aller. Jamais. Il n'y a jamais eu de plan B. Et ils continuent de répéter la même stupidité de la méduse toxique, qui en fait devrait figurer dans une peinture de Botticelli. Un néo-Botticelli la repeindrait dans le palais et la tour du soleil. Elle devrait être la tour du soleil, tu sais. Et une Minerve aurait son choix, prête à l'écraser. Et bien sûr, cette stupidité indescriptible, la folle estonienne responsable de la politique étrangère de Lukower. Comment peut-on même qualifier cette femme? C'est impossible. Le stupidiomètre a explosé à cause d'elle. Et bien sûr, il y a des gens à Bruxelles qui disent « Ah, cette femme, elle est ridicule ». Mais il n'y a aucun moyen de l'expulser. Ces gens sont ultra protégés. Même Pfizer-Gate von der Leyen ne peut pas être expulsée, car elle est protégée à toute épreuve. Et c'est la porte tournante. Ces gens terminent leur mandat et sont reconstitués dans une autre institution avec le même type de pouvoir. Stoltenberg, tous ces gens-là. Stoltenberg, all these people. Eh bien, pour revenir à ce que nous évoquions au début, il faudra des générations pour que cela change. Espérons pas plus d'une ou deux, mais peut-être que cela prendra jusqu'à la fin du siècle. Et cela dépendra des populations des différents États-nations d'Europe. La Hongrie donne peut-être l'exemple. La Slovaquie pourrait le suivre. Peut-être l'Autriche, par intermittence. Mais l'Italie, Nîmes, c'est compliqué, parce que l'Italie est une néocolonie de l'OTAN, totalement contrôlée par les Américains et les mondialistes. Donc ce sera très difficile. Et les cinquièmes colonnes en Italie sont extrêmement puissantes, et elles continueront de l'être. De Carlo De Benedetti, qui a orchestré la destruction d'Olivetti, à Mario Draghi, qui, soit dit en passant, possède aussi une gigantesque villa en Toscane, comme tous les autres. En fait, en Ombrie, les gens là-bas me parlaient de tous les Italiens riches qui, eh bien, l'Ombrie, c'est un peu comme une mini-Toscane, vous savez. C'est moins fréquenté, il y a moins d'étrangers et la qualité de vie y est merveilleuse. La cuisine est exceptionnelle, le climat est exceptionnel. C'est donc le refuge parfait pour ces gens-là. Et ils peuvent acheter une villa pour une fraction du prix de celles en Toscane. Donc ces gens ne vont pas disparaître. La famille Agnelli Elkann, qui possède entre autres La Stampa et The Economist. Ils détiennent d'importantes parts dans The Economist. Donc, quand vous lisez The Economist, vous ne lisez pas exactement la City de Londres. You're not reading the city of London exactly. You're reading a bunch of gangsters from northern Italy. Tu parles d'une bande de gangsters du nord de l'Italie, centrée autour de la figure d'Agnelli, qui était un gangster, et au final, très très chanceux. Le véritable grand entrepreneur du nord de l'Italie, c'est l'histoire d'Olivetti. Adriano Olivetti surtout, le fils.
Camillo Olivetti fut le fondateur d'Olivetti en 1908 et Adriano fut celui qui transforma Olivetti en une entreprise mondiale et humaniste. C'était incroyable parce que j'ai parlé à un ingénieur de haut niveau, l'un des responsables des avancées électroniques chez Olivetti dans les années 1970 et 1980. Et la personne qui nous a fait visiter était un ancien cadre supérieur d'Olivetti. Ils parlent encore de l'entreprise comme si c'était leur famille, même aujourd'hui, alors qu'ils sont à la retraite. And they speak of the company like it's their family, still today, when they are retired, you know. It's amazing. And when they give you the details of how... C'est incroyable. Et quand ils te donnent les détails sur la façon dont les architectes ont conçu les bâtiments industriels, comment ils ont construit le réfectoire, où tu entres et où il y a des chefs d'œuvre d'art moderne partout, comment ils ont conçu un hôpital et un service de santé, comment ils ont construit des crèches. Tu imagines? Ils ont construit une crèche au milieu d'un immense parc avec des pavillons japonais pour que les enfants des ouvriers puissent aller dans un lieu intégré de manière organique au paysage. Quelle entreprise fait encore cela de nos jours, à grande échelle? C'est la définition même de l'humanisme industriel qui a complètement disparu. Et bien sûr, c'est ici en Italie qu'il a été inventé. And of course, pioneered here in Italy. Après la réunion au Royaume-Uni entre les dirigeants européens et Zelensky, le chancelier allemand, Scholz, a déclaré que l'Allemagne allait envoyer 5,2 milliards d'euros à l'Ukraine pour aider le pays. 52 milliards qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, Nima? Tu sais, en regardant l'économie allemande aujourd'hui, et je suis ingénieur, Pepe, je regarde les chiffres. Je vois ce qui se passe avec l'économie de l'Allemagne et à quel point l'énergie russe était importante, cruciale pour elle. Je dirais que le meilleur ami que le peuple allemand ait jamais eu sur cette planète, c'est la Russie, parce qu'elle a soutenu le type d'économie dont les Allemands ont profité pendant si longtemps. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, ils redoublent d'efforts en Ukraine. Comment vois-tu ce changement de pouvoir? Il me semble que la partie orientale de l'Europe, la Slovaquie, la Hongrie, comprend mieux ce qui se passe dans l'ensemble de la situation européenne et dans le conflit avec la Russie. Penses-tu que le pouvoir en Europe est en train de se déplacer d'ouest en est ou qu'il se passe autre chose? Je ne suis pas sûr. Quelle est ton opinion là-dessus? Eh bien, c'est bon. Il y a deux vecteurs. Disons que l'un va dans une direction de type Brexit, ce serait la Hongrie, la Slovaquie et quelques autres. Mais il y a aussi un vecteur qui cherche à transférer le pouvoir au sein de l'UE member, surtout vers un noyau centré sur la Pologne. C'est une histoire très compliquée, car ils ont un complexe d'infériorité, un immense complexe d'infériorité, et en même temps, de l'arrogance. Ils croient encore vivre dans leur propre empire du XVIIe siècle. Et puis, il y a les Chihuahuas baltes. Le plan initial pour le nouveau OTAN avant l'opération militaire spéciale, et même en supposant qu'ils puissent détruire l'économie russe en 6 mois, ce qui était leur plan d'origine, était que la nouvelle OTAN serait essentiellement guidée par l'axe Londres-Varsovie, les Chihuahuas baltes Kiev. Évidemment, ce plan s'est complètement effondré. Maintenant, ils essaient d'y intégrer la Roumanie. So they are trying to get Romania into this bunch. And at the same time, we have the anti-Brussels. En même temps, nous avons le groupe anti-Bruxelles, qui pourrait devenir beaucoup plus fort. Et nous assistons à la désintégration des 3 membres les plus importants, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Italie, encore une fois, dépend du fait que les Italiens se ressaisissent, les Italiens progressistes. C'est un pari risqué. La France, le pays, est totalement brisé. Tiroir. Son taux de popularité réel est même inférieur à 10%, probablement autour de 5%, si tant est qu'il atteigne 5%. Tout le monde déteste ce type, mais on ne peut pas s'en débarrasser, car une procédure de destitution en France est pratiquement impossible. Le système la bloque, et les impôts sont exorbitants.
Les gens sont désespérés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures. Même les Français et Françaises de la classe moyenne n'arrivent plus à payer leurs factures. Tout le monde sait que les choses ont complètement dérapé avec le petit roi. Totally downhill with Le Petit Roi.